Donc là, nous allons accueillir tous les deux le général François-Xavier Poibaud, secrétaire général de la Garde nationale et secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire. Bon général, bienvenue. Et je pense qu'on va commencer par un petit film qui va être projeté. Hop là. Oups. Qu'est-ce qu'il fallait pas faire ? Alors, mon général, une première question assez simple. Qu'est-ce que la Garde nationale ? D'abord, avant de dire ce qu'est la Garde nationale, un grand merci pour cette première, parce que c'est notre premier salon, donc je suis un peu ému. Un grand merci à vos équipes de pouvoir mieux dire ce qui est fait aujourd'hui au titre des réserves de la Garde nationale. Car la Garde nationale, ce sont des réservistes. Les Jeux Olympiques de Paris, vous avez tous vu ces Jeux Olympiques, 10 000 réservistes sur 45 000 forces de sécurité ont permis le succès, ont permis d'éviter des primes d'assurance trop fortes, ont permis d'éviter des catastrophes alors que la carte des risques était très complexe. Et ces réservistes, ce sont finalement des citoyens qui vont donner du temps, à temps partiel, qui vont donner du temps au profit des forces de sécurité intérieure ou des forces armées, et ça sur leur temps personnel. La Garde nationale, grâce à des conventions ou des partenariats qu'on passe avec le monde des employeurs, que vous connaissez, les entreprises, ces entreprises, au titre de la RSE, vont leur donner du temps professionnel, du soft skill gratuit, des capacités d'acquisition, grande maturité, des droits d'en connaître sur demain, ce qui peut se passer au niveau de la sécurité du pays, mais aussi ailleurs. Et la Garde nationale, création de 2016, qui s'est faite après les attentats et qui, en 2022, avec l'invasion de l'Ukraine, a été doublée de 90 000 actuellement réservistes des forces armées, donc ça c'est les armées, et forces de sécurité intérieure, policiers et gendarmes, vont passer à 160 000 vers 2030 dans des spécialités
dont nous avons besoin pour les types de crises que nous anticipons. Donc cette garde nationale contribue à compléter les forces existantes. Je ne suis pas le général Lafayette, ce n'est pas une garde nationale à l'américaine, c'est-à-dire une autre force du territoire. Le choix qui a été fait, c'est de compléter par la force du civil, aujourd'hui, ces réservistes. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez des entreprises privées? Alors, on voit que certaines entreprises privées sont très engagées, aménagent les salaires, le temps mis à disposition des salariés. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des entreprises privées, concrètement? Alors, d'abord, on attend de nos entreprises qu'elles fassent des marges et qu'elles se développent. Donc ça, d'abord, en tant que citoyen, je suis ravi de voir leur développement. Ce qui est demandé à travers leurs ressources humaines ou leurs directrices ou directeurs RSE, c'est d'abord reconnaître ceux qui sont engagés. Vous savez que l'engagement dans l'entreprise, c'est quelque chose qui permet de capitaliser et donc d'abord recenser, reconnaître ceux qui sont dans la réserve, mais aussi ceux qui sont engagés pour les sapeurs-pompiers, pour la protection civile. Et ça, déjà, de reconnaître ça permet, lors de forums qui sont organisés dans les entreprises, de mettre en valeur ceux qui s'engagent et de savoir qu'il y a peut-être des compétences qu'on recherche qui sont utiles. Et j'ai quelques anecdotes de RH qui ont découvert qu'elle était chef de groupe à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et qu'ils avaient besoin d'une personne pour leader un groupe, ou d'autres qui avaient des compétences cyber qui étaient accueillies chez nous au titre du commandement cyber et ils avaient des attaques tous les jours. Donc c'était quand même utile de savoir en lutte informatique ce qui s'y passe. Donc ce qu'on attend des entreprises, c'est la reconnaissance et de donner des jours quelquefois en fonction des besoins. J'ai parlé des Jeux Olympiques, mais demain, il y a peut-être d'autres types de crises où nous aurons besoin d'une clause de réactivité, des capacités d'engagement. Et je prends un exemple, une grande chaîne alimentaire du CAC 40 a octroyé jusqu'à 20 jours, ce qui paraît quand même énorme. Vous pouvez la citer. Je ne vais pas la citer parce que pas de name and shame, sachant qu'on a un gros avantage aujourd'hui, c'est que ça se fait, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on attend des entreprises, c'est que ça soit d'abord une démarche personnelle, une démarche d'Ecomex et une démarche de reconnaissance. Et ce grand patron m'a dit, cette clause de réactivité m'a permis à ce que des réservistes qui étaient dans mon entreprise, en moins de 2 heures, se mettent en uniforme, aillent à l'extérieur aider les personnes âgées, parce que la clause était prévue entre les RH, et à éviter des pillages sur les magasins. C'est très concret, c'est très la sécurité du quotidien, et donc ça permet au niveau local de donner des forces qui sont déployables rapidement dans les forces armées ou forces de sécurité intérieure. Si je vous comprends bien, un des grands arguments, ça consiste à dire que les salariés réservistes transforment en quelque sorte leur entreprise de l'intérieur. Alors un collègue d'un autre pays m'a dit que ce modèle permet de transformer certaines personnes qui n'ont pas forcément des capacités de commandement tout de suite ou de direction, de management, en leur donnant une grande maturité, parce que chez nous, on leur redonne assez vite finalement ces capacités. Donc, des moyens qui permettent d'être plus à l'aise dans l'entreprise après et qui permettent ce qu'on appelle les soft skills, qui leur permettent d'être bien sûr plus adaptés pour des types de missions dans leur entreprise. Alors vous parliez des JO, c'est vrai qu'il y avait une menace terroriste, mais ça restait des JO. Est-ce que là, on est dans une période de tension, on parle de réarmement moral, on parle de conflit aux portes de l'Europe? Ça va être quoi le rôle des réservistes demain si ces crises-là se multiplient? Alors, le rôle des réservistes, c'est de répondre aux missions d'abord des forces armées. Donc les missions des forces armées elles peuvent être liées au territoire. J'ai parlé tout à l'heure de la sécurité du quotidien. Ça peut être des missions qui sont liées à des patrouilles. On connaît tous l'opération Sentinelle. On connaît demain il y aura peut-être des opérations sur des patrouilles côtières. Il y a le G7 qui va avoir lieu. Il y aura sûrement des réservistes qui seront intégrés dans les forces pour leur permettre de compléter et de favoriser la sécurité. Donc c'est d'abord des missions qui sont liées à l'actualité et aux besoins des forces. C'est un changement de philosophie dans la manière d'aborder la sécurité nationale du pays? Ou c'est exagéré de dire ça? Alors je rejoins un peu ce qui a été dit ce matin. On avait oublié un peu notre grammaire, c'est-à-dire que la défense d'un pays, c'est d'abord la défense globale. C'est l'ordonnance de 1959 du général de Gaulle qui le répète. Et cette défense, elle est économique, mais elle est aussi civile. Et donc, les forces armées ou forces de sécurité intérieure font un travail, mais aussi le reste de la société est appelé à pouvoir y participer.
Et donc il y a un volontariat pour la réserve qui est proposé. Tout le monde ne rejoindra pas la réserve, même si c'est de 17 à 72 ans, et qu'il y a une capacité aujourd'hui à rejoindre dans cette gamme, mais surtout ça répond à des besoins opérationnels, à des missions, à un contrat, et c'est pour ça que je parlais de 160 000 réservistes, ça répond vraiment à des missions. Et on peut le comprendre dans le service de santé, on peut le comprendre dans le cyber, d'avoir des forces de la société civile qui ont aussi des compétences, qui viennent aussi, en trait d'union, épauler les forces de sécurité intérieure ou les forces armées. 160 000, c'est l'objectif d'ici 2030. Vous en êtes où et est-ce qu'il y a un mouvement, il y a une vraie dynamique? Alors la dynamique, c'est vrai qu'elle est liée à l'actualité aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui aujourd'hui veulent rejoindre. Donc on est au-dessus de nos chiffres. Le but, c'est de faire pas à pas cette remontée en gamme. Il faut savoir que la réserve, depuis 1997, ne se faisait plus automatiquement. Avec la suspension du service national, il n'y avait plus forcément des réservistes. Et donc, il faut remonter aujourd'hui sur une autre forme de réserve en fonction des contrats. Et on a une forte appétence, notamment des plus jeunes, puisque nos conventions que nous passons avec les universités, mais aussi avec certaines grandes écoles, permettent de rentrer dans un parcours de l'engagement des jeunes qui, demain, vont pouvoir progressivement en faire un parcours de réservistes et acquérir des compétences en plus de celles de l'entreprise. Le retour annoncé et prochain du service militaire, ça va pas un peu changer votre stratégie en termes de réserve? Alors, tout se complète. La mise en place d'un service national militaire pour un échantillon de personnes et pas à pas va être finalement un premier pied pour certains, parce que ces personnes qui passeront dans le service national militaire pourront à la fin proposer d'être réservistes ou pas, mais ils pourront être de toute façon une force formée, entraînée, et qu'on pourrait équiper pour plus tard s'il y avait des besoins opérationnels. Alors la question vous concerne tous les deux. Pourquoi signer cette charte avec la MRAE? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'idée? Alors, je vais commencer. On signe des conventions pour sécuriser juridiquement, finalement, cette passerelle du réserviste et pour aussi que l'employeur soit au courant qu'il a des pépites, qu'il a des personnes et d'exception à l'intérieur de son entreprise. Je prends juste une anecdote là-dessus. Il y a quand même des entreprises qui ont découvert qu'ils avaient des réservistes qui étaient partenaires premium au JO pendant les JO. Et en termes de com, on peut quand même vraiment avoir vraiment des développements par rapport à ces réservistes. Alors pourquoi nous passons des partenariats, donc sécurité juridique, valorisation, reconnaissance, mais aussi ça permet de montrer qu'il y a un écosystème aujourd'hui qui veut trouver sa place dans la société, trouver sa place dans l'engagement et être valorisé. Il y a beaucoup d'entreprises, puisqu'on a 1500 partenariats qui ont été signés, beaucoup de TI-PME qui nous ont rejoints et qui aujourd'hui sont partenaires de la garde nationale, partenaires de la défense, et ils rentrent finalement un peu comme dans un club, et ces partenariats valorisent. Des conventions avec les entreprises, mais on a choisi de faire une double approche. Et là, ça va rejoindre ce qu'on fait aujourd'hui avec la MRAE, c'est qu'une fois qu'on a un certain nombre d'entreprises qui ont signé dans certains secteurs, eh ben on va regarder au niveau de la filière, ou on va regarder au niveau de la branche professionnelle. Alors on l'a regardé au niveau du transport, de l'énergie, du cyber, de la santé, pour voir si on avait bien les grands fleurons ou les personnes qui étaient finalement engagées pour notre propre résilience nationale. Parce que si on fait de la réserve pour la résilience, pour notre République. C'est les 3 R, hein. Réserve pour la résilience, pour la République. Et donc on fait ça pour demain être prêt ou être mieux prêt pour pouvoir intervenir. Et donc ces chartes, et notamment on va en signer aujourd'hui une avec la MRAE, ça permet de regarder au niveau un peu plus haut, est-ce que finalement tous ceux qui sont un peu vos partenaires, ceux que vous invitez ici, sont bien? Alors il y a AXA, il y a Allianz, j'en ai vu un certain nombre qui ont déjà signé des conventions, qui ont déjà des réservistes et qui valorisent déjà ces partenaires. Donc cette signature de charte qu'on va faire est un peu du bottom-up, c'est-à-dire on va valider les pratiques terrain et donc ce qui se passe au niveau de l'ensemble de vos partenaires.
François, peut-être un mot sur comment est née l'initiative Déjà, on s'est rencontrés. Donc, effectivement, de cette rencontre est né un certain nombre d'échanges. Et au travers des échanges, ça nous a semblé vraiment naturel parce que la réserve, finalement, résonne avec les thèmes qu'on a évoqués aujourd'hui, qui sont les thèmes au cœur de nos métiers. La résilience dans les territoires, la gestion des risques au sens large. Tous ces thèmes, finalement, ils se retrouvent aussi dans cette réserve. Et donc, ça nous a semblé vraiment naturel d'essayer de prolonger cet engagement pour être cohérent, en fait, aligner les actions de l'AMRAE avec cette action au plus près des territoires, et puis finalement mettre à disposition, rendre visibles les compétences des risk managers que vous évoquiez en partie au sein de cet organisme-là et de cette organisation-là, de manière un peu plus protocolisée que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent, parce qu'individuellement, certains d'entre vous sont probablement déjà réservistes, vous l'évoquiez, mais voilà, en tant que corps constitué, quelque part, on peut avoir une organisation un petit peu différente. Et c'est tout l'objet de ce partenariat pour essayer ensemble de travailler à cette résilience territoriale et nationale. Parfait. Donc je pense qu'il va y avoir maintenant... Vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter, parce que certaines personnes qui étaient là tout à l'heure pour témoigner sont réservistes. Il y a deux formes de réservistes. Un réserviste citoyen qui, lui, vient comme une des personnes qui témoignaient tout à l'heure, donner bénévolement du temps. Et puis il y a des réservistes opérationnels, c'est-à-dire des personnes qui sont missionnées. Et c'est important de préciser que quelquefois vous entendez des personnes qui disent « je suis réserviste », ils peuvent être citoyens, c'est-à-dire qu'ils lui donnent temporairement du temps pour leur rayonnement, la notoriété des réserves. Mais ceux dont on travaille aujourd'hui, c'est des réservistes opérationnels pour la garde nationale et surtout pour les armées, pour être en mesure d'intervenir et être formés s'il fallait demain gérer des crises. Et ça donne forcément aujourd'hui une plus grande empreinte sur le territoire. Vous avez pu voir dans le film donc, des collaborateurs de tous âges qui aujourd'hui sont prêts et en mesure d'intervenir grâce à l'appui des entreprises. Donc c'est un phénomène qui se développe et qui va assez vite avec des résultats qui sont prometteurs. Parfait. Messieurs, il est temps de procéder. Alors, je crois qu'on va avoir un pupitre peut-être pour à la signer. signature. Me Voilà le semble-t-il. pupitre. Parfait. Merci. Alors Non, allez-y. Alors cette signature... Celui-là marche peut-être pas. Je signe et vous... Merci. Merci. Je souhaiterais que le général de Boisanger, qui est mon adjoint, puisse monter sur l'estrade, s'il est là ou s'il n'est pas là, s'il va nous rejoindre. La particularité de cette signature, c'est qu'elle se fait au nom du ministre de l'Intérieur et du ministre des Armées. Et donc, le général de Boisanger, qui est de la gendarmerie, est appelé à me succéder. Et donc, c'est lui qui dressera la feuille de route qu'on va bien sûr préparer ensemble. Et donc, le but, c'est qu'au prochain salon de l'AMRAE, il y ait plus de collaborateurs qui puissent être parmi vous. Et donc, le but, ce n'est pas de lister tout le monde, ceux qui ont déjà signé, mais c'est de voir qu'il y a une belle dynamique qui se monte aujourd'hui dans le pays et que cet engagement va permettre des mobilisations qui assureront davantage de sécurité. Et donc, c'est une affaire globale. Merci. Merci à tous les deux. Merci.